À l'automne 1995, un tueur en série est en cavale. Il parcourt les États-Unis à la recherche de femmes. Il les fait tomber sous son charme, puis les attaque. Il réussit toujours à disparaître avant que les policiers ne puissent l'arrêter. Agents du FBI et détectives devront retrouver ce dangereux inconnu avant qu'il ne croise une autre victime sur sa route. Aux petites heures du matin, le 29 septembre 1995, les pompiers du service des incendies de Los Angeles furent appelés à l'hôpital de Van Nuys où l'on avait signalé un véhicule en flammes. Un pick-up brûlait dans le stationnement. Une fois l'incendie éteint, les pompiers constatèrent qu'un cadavre se trouvait à l'intérieur. Ils contactèrent la division des homicides et des incendies criminels du service de police de Los Angeles. Les détectives affectés aux homicides se rendirent sur la scène et furent mis au courant de l'affaire par des policiers déjà présents sur les lieux. Ils interrogèrent ensuite une infirmière qui avait vu comment s'était déclaré l'incendie. Elle déclara qu'elle était arrivée avant l'aube pour le quart de travail du matin. Dans le stationnement, elle avait aperçu le pick-up s'enflammer. Au même moment, elle avait aussi vu une silhouette aux cheveux longs s'éloigner du véhicule en courant, mais n'avait pas pu distinguer ses traits. C'était la première fois qu'elle voyait ce véhicule. Les enquêteurs en firent l'inspection. À en juger par les marques laissées par les flammes, le feu s'était d'abord déclaré dans la cabine et avait rapidement pris de l'ampleur. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un incendie criminel. On avait utilisé un agent accélérateur, sans doute de l'essence. La dépouille semblait être celle d'une femme. Malheureusement, son visage était trop brûlé pour qu'on puisse la reconnaître. Certains de ses effets avaient résisté aux flammes, notamment un sac à dos, un appareil photo et un rouleau de pellicule qui n'avait pas encore été développé. Sur la scène du crime, les techniciens trouvèrent des pièces d'identité au nom de Sandra Gallagher. Au lever du soleil, les enquêteurs avaient déjà vérifié le numéro de plaque d'immatriculation du pick-up. Le détective Mike Koblenz put confirmer que le véhicule appartenait bien à Sandra Gallagher. En effectuant quelques recherches, nous avons appris qu'elle était mariée à un certain Steve qui vivait dans la région métropolitaine de Los Angeles. Nous l'avons retracé et convoqué au poste de police de Van Nuys pour lui faire subir un interrogatoire. Les détectives avaient de bonnes raisons de croire que la victime du pick-up était Sandra, mais ils ne pouvaient en être sûrs avant quelques jours, le temps de procéder à l'analyse de sa dentition. Comme le corps était trop endommagé pour être identifié visuellement, les détectives demandèrent à Stephen Gallagher d'examiner les effets personnels trouvés dans le véhicule. Celui-ci déclara que le sac à dos, l'appareil photo et tout le reste appartenaient à Sandra. Le service de police avait eu le temps de faire développer le rouleau de pellicule qui avait résisté aux flammes. Stephen identifia sa femme sur les photos. Comme la majorité des femmes victimes d'homicides sont tuées par leur mari, les détectives demandèrent à Stephen de leur décrire sa relation avec Sandra.
Steven déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois la veille de l'incendie, soit le 28 septembre. Ils avaient mangé ensemble. Leur vie de couple était difficile ces derniers temps, et ils avaient passé les dernières nuits chacun de leur côté. Au cours de la rencontre, ils avaient envisagé une réconciliation. Il restait toutefois encore plusieurs points de tension entre eux. Steven avait quitté Sandra à 14 h, mais il avait eu de ses nouvelles plus tard au cours de la soirée. Elle l'avait appelé du McRed's, un bar du quartier. Elle était toute excitée de lui annoncer qu'elle avait remporté 1 200 $ à la loterie. Mais depuis cet appel, Steven n'avait plus eu de nouvelles de sa femme et il ignorait où elle pouvait se trouver. Les détectives devaient maintenant tenter de corroborer sa déposition. Après qu'il ait mentionné le bar McRed's, nous nous y sommes rendus. Nous voulions interroger le barman et le propriétaire pour apprendre qui s'y trouvait au cours de cette soirée. Nous espérions y trouver quelqu'un qui pourrait identifier Sandra à partir des photos trouvées dans le véhicule. Les détectives du service de police de Los Angeles se rendirent au bar. La barmaid reconnut sans mal Sandra Gallagher à partir d'une photo. Elle la connaissait d'ailleurs par son surnom, Sam. What can you tell me about it? Guess what? Elle confirma que Sandra s'était bien trouvée au bar dans la soirée du 28. Elle avait d'ailleurs annoncé à tout le monde qu'elle avait gagné à la loterie. Des clients qui entendirent les détectives interroger la barmaid déclarèrent qu'ils étaient également au bar ce soir-là. Les gens dans le bar ont reconnu le visage sur les photos et l'ont identifié comme étant celui d'une certaine Sam. Ils se rappelaient tous qu'elle était en compagnie d'un homme du nom de Glenn. Selon leur description, Glenn était blond. Il avait les cheveux longs et portait une barbe. Il était venu régulièrement au bar au cours des derniers jours. Ce soir-là, il semblait intéressé par Sandra et lui avait parlé pendant un moment. Glenn était sympathique et il dépensait sans compter. Il avait payé plusieurs consommations à Sandra ainsi qu'à d'autres clients. À la fermeture du bar, il avait demandé à Sandra de le reconduire chez lui. Il lui avait dit qu'il restait tout près. Après qu'elle eut accepté de le déposer chez lui, ils étaient partis ensemble. Les clients n'avaient pas revu Glenn depuis. Certains croyaient se rappeler que son nom de famille était Rogers. Le détective Koblenz continuait à suivre cette piste. Grâce à nos archives, nous avons pu identifier Glenn Rogers. Il habitait Van Nuys. Nous avons également obtenu des photos de lui. En l'espace d'un jour ou deux, nous avons pu montrer ces photos aux divers témoins du bar parmi d'autres photos. Tous ont identifié Rogers comme étant le client du McRed's qui s'était trouvé en compagnie de Sandra Gallagher. Les détectives obtinrent ensuite un mandat les autorisant à fouiller l'appartement de Rogers. Il ne vivait qu'à quelques minutes de marche de l'endroit où l'on avait trouvé le pick-up en flammes. Des policiers en uniforme entrèrent les premiers pour écarter tout danger. Rogers était absent. Il semblait d'ailleurs être parti à toute vitesse. Les détectives trouvèrent un sac à main et un porte-monnaie de femme. Il n'y avait toutefois aucun argent liquide, ni pièce d'identité. Ils trouvèrent aussi une boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille était importante parce que Steven Gallagher, le mari de la victime, l'a reconnue et déclaré qu'il avait offert la paire à sa femme quelques mois plus tôt.
Quelques jours plus tard, le coroner remit son rapport. Il avait identifié formellement la victime du pick-up. C'était bien Sandra Gallagher. Ce n'était pas l'incendie qui avait causé sa mort. On nous a fait voir que près du nez de la victime, il n'y avait aucune trace de flamme ou de suie. Cela signifiait qu'elle n'avait respiré aucune fumée et qu'elle était donc morte avant l'incendie. De fait, cette mère de 3 enfants était morte par strangulation. Les détectives de Los Angeles firent accuser Glenn Rogers du meurtre de Sandra Gallagher et obtinrent un mandat d'arrêt. Ils introduisirent son nom ainsi que sa description dans le NCIC, la base de données criminelles nationale qui relie les quelques 57 000 postes de police de tous les États-Unis. Ainsi, tous les services de police du pays sauraient que Glenn Rogers était recherché pour meurtre à Los Angeles. Sur la fiche, on avait ajouté le nom du service de police de Van Nuys, de même que mon nom et mon numéro de téléphone. Si quelqu'un tombait sur Glenn Rogers et vérifiait son identité à l'aide du système, il obtiendrait ces données et le mettrait en détention provisoire. Les détectives se mirent ensuite à la recherche de toutes les relations de Rogers. Ils apprirent qu'il fréquentait des bars du coin et gagnait sa vie comme homme à tout faire, principalement dans le domaine de la construction. Les détectives se rendirent sur plusieurs chantiers pour y interroger ses amis et collègues de travail. Nous avons appris par le biais de témoins et d'amis que Glenn avait mauvais caractère. Quand il buvait, il devenait très agressif. Il avait d'ailleurs des antécédents judiciaires pour avoir été violent envers d'anciennes compagnes. Nous savions donc qu'il pouvait être violent, particulièrement quand il consommait de l'alcool, comme il l'avait fait avec Sandra Gallagher. L'un des amis de Rogers déclara qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps, mais il promit de contacter la police dès qu'il aurait de ses nouvelles. Il tint sa promesse quelques jours plus tard. Rogers l'avait appelé d'un motel près de Jackson, au Mississippi. Les policiers de cette localité demandèrent au gérant du motel de leur indiquer le numéro de la chambre qu'il avait louée. Police, open up! Mais la chambre était vide. Le présumé meurtrier était en cavale. À l'automne 1995, les recherches pour trouver Glenn Rogers se poursuivaient. Les policiers croyaient qu'il avait quitté la Californie après avoir tué une femme le 28 septembre. Suite à une information, ils se rendirent à un motel du Mississippi, mais Rogers était déjà parti à leur arrivée. On fit diffuser un bulletin d'information spécial dans la région en espérant que quelqu'un aurait aperçu le présumé meurtrier avant qu'il ne quitte le secteur. Le 3 novembre 1995, les détectives de Jackson au Mississippi furent dépêchés sur la scène d'un meurtre. Des membres de la famille de Linda Price l'avaient trouvée morte dans sa baignoire. Cette mère monoparentale de 34 ans avait été poignardée à maintes reprises et on lui avait tranché la gorge. Les enquêteurs fouillèrent son appartement. Des techniciens photographièrent la scène et prélevèrent plusieurs empreintes digitales. On ne trouva pas l'arme du crime et aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. Le meurtrier n'était pas entré par effraction et il avait pris soin de verrouiller la porte en quittant les lieux. Pour les détectives de la section des homicides de Jackson, Linda Price avait été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. Le matin suivant, ils interrogèrent sa mère. Peut-être connaissait-elle aussi le meurtrier.
Cette dernière déclara que sa fille avait un nouveau petit ami. Il s'appelait Glenn Rogers. Linda l'avait rencontré un mois plus tôt, soit le 3 octobre, à une fête foraine où il travaillait. Linda était tombée immédiatement sous son charme. Peu de temps après, ils avaient loué un appartement et y vivaient ensemble. Au début, Linda semblait plus heureuse que jamais. Mais ces derniers temps, elle en était venue à douter de sa relation. Elle avait confié à sa mère que Rogers avait mauvais caractère et que ses sautes d'humeur lui faisaient peur. Quand la mère de Linda constata qu'elle ne l'appelait plus et qu'elle ne répondait pas à sa porte, elle eut le terrible pressentiment que Rogers s'en était pris à elle. Une fois encore, le suspect était introuvable. Les détectives de Jackson croyaient qu'il avait quitté le secteur. Ils introduisirent son nom dans la base de données du NCIC. En constatant que Rogers était recherché pour meurtre en Californie, ils appelèrent Mike Koblenz à Los Angeles. La police de Jackson au Mississippi est alors entrée en contact avec moi. Un meurtre avait été commis et on m'a demandé des informations additionnelles sur Glenn Rogers parce qu'il était également un suspect dans cette autre affaire. Les meurtres se ressemblaient. Les deux victimes étaient tombées sous le charme de Rogers. Elles avaient ensuite été isolées de leur entourage avant d'être brutalement assassinées juste avant que Rogers ne s'enfuit du secteur. Tout portait à croire qu'il était sur une lancée meurtrière et que rien ne l'arrêterait tant qu'on ne lui mettrait pas le grappin dessus. Nous savions que nous avions un gros problème sur les bras. Nous étions conscients qu'il y aurait vraisemblablement de nouvelles victimes tant que Rogers ne serait pas arrêté. Les détectives contactèrent alors le bureau du FBI de Jackson. Ils croyaient que Rogers avait quitté l'État tout comme il l'avait fait après le meurtre de la Californie. Les agents firent émettre un mandat d'arrestation fédérale au nom de Glenn Rogers pour avoir tenté d'éviter des poursuites judiciaires. Il fallait maintenant espérer que les ressources de la police fédérale permettraient d'arrêter ce présumé meurtrier. L'agent spécial John Huber aida à la coordination de cette enquête à travers plusieurs États américains. Cette affaire allait à toute vitesse. Le meurtre de Linda Price à Jackson a été commis le 3 novembre. Il y a eu ensuite un autre meurtre le 6 novembre. Ce jour-là, les policiers de Tampa en Floride furent dépêchés sur la scène d'un meurtre dans une chambre de motel louée par Glenn Rogers. Tout comme lors du meurtre de Linda Price, le corps de la jeune femme gisait dans la baignoire. On l'avait poignardé dans le dos et à la poitrine et tailladé ses poignets. On ne trouva aucune pièce d'identité de la victime dans la chambre, mais les détectives remarquèrent un tatouage, une croix, sur une de ses épaules. Son jean et ses chaussures étaient entassés près de la toilette. On trouva également un bracelet dans l'évier. Julie Masucci, détective, tenta de reconstituer le meurtre à partir de ces indices. Quand nous avons recueilli les vêtements, nous avons remarqué qu'ils avaient été transpercés de part en part par un couteau. Elle était donc encore vêtue lors de l'attaque. Les trous se trouvaient dans le dos des vêtements, comme si le meurtrier l'avait surprise par derrière pour la poignarder. Il y avait des taches de sang sur le dessus des chaussures, ce qui indiquait qu'elle les portait encore lors de l'attaque et qu'elle était debout. Sous son corps, on trouva une montre d'homme. On pouvait en déduire qu'elle appartenait au meurtrier. Les détectives interrogèrent la femme de ménage qui avait découvert le corps. Ce matin-là, elle faisait sa tournée quotidienne juste après l'heure de départ des clients.
Elle avait alors remarqué un écriteau « Ne pas déranger » écrit à la main, encore accroché à la poignée de la porte de la chambre 119. Housekeeping! La veille, elle n'avait pas fait le ménage de la chambre à cause de ce même écriteau, car elle ne voulait pas déranger ses occupants. Mais ce jour-là, ses clients étaient censés être partis. En entrant dans la salle de bain, elle fit la découverte macabre. Les détectives demandèrent à la gérante du motel ce qu'elle savait des clients de la chambre 119. Elle se rappelait très bien l'homme qui l'avait loué parce qu'il avait demandé à un écriteau ne pas déranger la veille. On lui a répondu qu'il n'y en avait pas. Il a alors payé pour une autre nuit et demandé qu'on ne vienne pas faire le ménage de la chambre. Il ne voulait pas être dérangé. Apparemment, il a déchiré une page du bottin téléphonique pour se faire son propre écriteau et l'accrocher à sa porte. La gérante se rappelait avoir vu ce même homme mettre ses effets personnels dans sa voiture blanche au cours de cette soirée. Comme il avait déjà payé pour la nuit, elle n'avait pas cru qu'il s'en allait. Elle l'avertit alors qu'il y avait eu des entrées par effraction au motel depuis peu et qu'il serait plus prudent de ne rien laisser dans sa voiture pour la nuit. Les policiers vérifièrent ensuite le registre et trouvèrent la fiche remplie par l'occupant de la chambre 119. Elle avait été remplie et signée par Glenn Rogers. Julie Masucci fouilla dans la base de données et vit qu'il y avait déjà des mandats d'arrêt pour meurtre contre Rogers en Californie et au Mississippi. Elle contacta aussitôt les services de police impliqués et le FBI. Nous avons compris très vite que Glenn Rogers était sans doute un tueur en série. Les détectives de Tampa connaissaient l'identité du meurtrier, mais ils n'avaient pas encore identifié la victime. Suite à un important battage médiatique, une femme, dont la fille avait disparu depuis 2 jours, rencontra les policiers. Elle identifia formellement le corps de sa fille, Tina Mary Cripps. Elle avait 2 enfants. Sa mère raconta au détective Julie Masucci la dernière journée de Tina. Nous avons appris que Tina avait travaillé ce jour-là, puis qu'elle était allée au bar Showtime à Gibsonton pour y voir des amis. Elle devait aussi y rencontrer sa mère. Ce bar est fréquenté par une clientèle d'habitués. Ils vont là pour y écouter la télévision, se réunir et parler ensemble. Les détectives se rendirent à ce bar. La barmaid connaissait bien Tina et sa mère. Elle déclara qu'elle avait bien vu la jeune femme le 5 novembre. Elle se rappelait également qu'un certain Glenn était là ce même soir. Il avait discuté avec Tina et les autres membres du groupe. Il avait ensuite payé une tournée à la ronde et réglé la note avec un billet de $100. Selon la barmaid, il était très sympathique et n'avait eu aucun mal à séduire Tina. Il avait ensuite demandé à la jeune femme de le conduire. Il lui avait dit que son motel était tout près et qu'elle pourrait sans mal revenir au bar à temps pour y rencontrer sa mère. Tina accepta finalement et promit à ses amis de revenir très vite. Quand la mère est arrivée au Showtime, elle s'est assise et s'est mise à attendre Tina. Quand elle a vu qu'elle ne venait pas, elle l'a bipé pour savoir où elle était. Ses liens avec sa fille étaient très étroits et elle a immédiatement pressenti que quelque chose ne tournait pas rond. Masucci apprit également que Tina possédait une Ford blanche Festiva, la même voiture que celle dans laquelle Rogers mettait ses effets personnels, selon la gérante du motel.
Elle mit à jour la fiche de la base de données criminelle nationale en ajoutant aux informations concernant le fugitif la description de la Festiva et son numéro de plaque d'immatriculation. L'agent spécial John Huber fut surpris de voir à quel point Rogers se souciait peu de laisser autant de pistes. Glenn Rogers semblait se ficher éperdument du danger de se faire arrêter. Il ne craignait pas la justice. Il se présentait toujours sous son vrai nom quand il rencontrait des gens ou louait une chambre de motel. Il roulait à bord des voitures de ses victimes auxquelles on pouvait facilement le relier, ou encore de sa propre voiture. Il ne semblait pas se préoccuper du fait que les gens pouvaient savoir ce qu'il faisait. Il ne tentait pas de se cacher. Dans cette affaire, il était primordial d'arrêter cet individu le plus vite possible, car en nous basant sur ses antécédents, nous savions qu'il continuerait de tuer tant qu'on ne l'arrêterait pas. Les autorités faisaient tout en leur pouvoir pour le retrouver au plus vite. Ce tueur en série rôdait quelque part, sans doute déjà à la recherche de sa nouvelle proie. À l'automne 1995, le présumé tueur en série Glenn Rogers avait été vu pour la dernière fois en Floride. Le FBI le croyait responsable du meurtre d'une femme à Tampa, après l'homicide d'une femme en Californie, ainsi que celui d'une autre au Mississippi. Le FBI apprit bientôt que le tueur s'était rendu en Louisiane. Le 10 novembre 1995, Andy Sutton, une mère de 4 enfants, fut trouvée assassinée dans son appartement à Bossier. Comme 2 autres victimes avant elle, on l'avait poignardée au dos à plusieurs reprises. Un détective de Bossier interrogea son ex-petite amie et sa colocataire. Celle-ci était serveuse et elle avait travaillé tard le soir précédant le meurtre. En rentrant chez elle au cours de la nuit, elle avait entendu la porte de la chambre à coucher d'Andy se refermer. Elle en avait déduit qu'elle était avec son nouvel ami Glenn Rogers dans l'unique chambre de l'appartement. Comme il y avait des couvertures sur le canapé du salon, elle s'y coucha. Après le lever du soleil, elle fut réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. C'était l'ex-petite amie d'Andy. Il désirait lui parler. Andy? Andy. Dans la chambre, la colocataire trouva le corps inerte d'Andy sous les draps. Elle déclara plus tard au détective que la jeune femme avait rencontré Glenn Rogers dans un bar. Ils se fréquentaient depuis seulement quelques jours. Plus tard, les voisins déclarèrent avoir aperçu Rogers quitter les lieux à bord d'une Festiva blanche. Les détectives de Bossier introduisirent le nom de Rogers dans la base du NCIC et y découvrirent les 3 mandats d'arrêt pour meurtre contre lui. Ils appelèrent les services de police impliqués et le FBI. Le service de police de Los Angeles leur envoya alors par télécopie la photo de Rogers dont ils auraient besoin pour leur enquête. Les chaînes de télévision de la Louisiane eurent vent de l'affaire et demandèrent l'aide du public. On mit également la population en garde en lui disant de ne pas s'approcher du dangereux fugitif. L'agent spécial John Huber et les autres enquêteurs étaient de plus en plus frustrés par la situation. Rogers accumulait les victimes plus rapidement que nous menions notre enquête pour savoir où il se trouvait. C'était une sorte de course contre la montre, et il nous échappait constamment. Le FBI et les détectives des divers postes de police croyaient Rogers responsable du meurtre de 4 femmes en 6 semaines.
Après chacun de ces meurtres, Rogers fuyait l'État où il se trouvait. Il choisissait un endroit au hasard. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne parvenaient pas à le rattraper. Il leur fallait maintenant envisager de diffuser la description de Rogers et de son véhicule à travers tout le pays. Les agents se mirent en contact avec les camionneurs par CB en leur demandant de leur signaler la présence de toute Festiva blanche sur la route. Ils posèrent des affiches dans les relais de camionneurs et les aires de repos des autoroutes. Ils tinrent également une conférence de presse pour que les médias diffusent la photo de Rogers. On voulait ainsi mettre en garde toute victime éventuelle. Les agents firent diffuser toutes les informations relatives à la façon dont Rogers s'y prenait pour trouver ses victimes et ses itinéraires à travers le pays. Le FBI commença ensuite les démarches nécessaires pour faire mettre le nom de Rogers sur la liste des 10 personnes les plus recherchées au pays. Quand on parvient à mettre le nom de quelqu'un sur la liste des personnes les plus recherchées, on accroît considérablement les effectifs du FBI sur ce cas. Cette enquête suscite aussi davantage d'attention de la part des médias. Les indices se mirent à affluer. Quelqu'un appela pour dire que Glenn Rogers se trouvait dans une salle de billard au Mississippi. 2 policiers furent immédiatement dépêchés sur les lieux. L'un des inconvénients de ces énormes battages publicitaires est toutefois les nombreuses fausses pistes fournies par des citoyens bien intentionnés. De toute évidence, l'homme de la salle de billard n'était pas Rogers. Les enquêteurs tentèrent de deviner la prochaine manœuvre du suspect et d'orienter leurs recherches en conséquence. L'agent spécial Huber n'en était pas à son premier cas de fugitif. Très souvent, quand nous sommes à la poursuite de fugitifs et que ces derniers sont dans une mauvaise situation, ils vont tenter de se mettre en contact avec des alliés et des amis. Dans ce cas en particulier, la famille et les amis de Rogers se trouvaient presque majoritairement au Kentucky. C'est donc à cet endroit que nous avons déployé la majeure partie de nos effectifs. Les autorités du Kentucky reçurent en priorité toute nouvelle information à propos du fugitif. Le détective Bob Stevens de la police d'État du Kentucky était déjà familier avec le nom de Glenn Rogers. De fait, il était à sa recherche depuis presque 2 ans. Rogers devait subir un interrogatoire relatif à la disparition et au meurtre possible de son colocataire de 71 ans, Mark Peters. Près de 2 ans avant que Glenn Rogers ne se lance dans sa campagne meurtrière, son frère avait appelé le service de police de l'État du Kentucky. On avait trouvé un corps dans le chalet familial. Les policiers croyaient qu'il s'agissait de celui de Mark Peters. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était en compagnie de Rogers. La corde utilisée pour ligoter les mains de la victime était identique à de la corde trouvée dans la maison où vivaient les 2 hommes. Les autorités n'étaient jamais parvenues à déterminer la cause du décès ni à retrouver Rogers. L'enquête était toujours en cours et n'avait pas progressé. Nous disposions d'un suspect en la personne de Glenn Rogers. Nous n'avions pas réussi à le retracer parce qu'il se déplaçait en autocar, par voiture ou par roulotte motorisée. Il nous était très difficile de retrouver sa trace et encore plus difficile de prédire ce qu'il ferait par la suite. Malgré tout, le fait de concentrer les recherches au Kentucky porta enfin fruit. Le 13 novembre 1995, Glenn Rogers rendit visite à l'une de ses parentes à Lee County. Dès qu'il partit, elle alerta la police du Kentucky. Hi, I think you're looking for my nephew. Glenn Rogers.
Selon elle, Rogers conduisait une petite voiture blanche et il comptait emprunter l'autoroute 75 en direction de l'ouest. Quand le détective Stevens apprit que le suspect avait été vu dans les environs, il s'installa au bord de la route 75. Bientôt, il aperçut la Ford Festiva blanche. Il la prit en filature. Je voulais être absolument sûr que c'était Glenn Rogers et non quelqu'un d'autre. Je me suis donc placé directement derrière le véhicule et j'ai fait vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation pour découvrir que c'était un véhicule volé. J'ai continué de le suivre. Par la suite, je suis remonté à la hauteur du conducteur et j'ai jeté un coup d'œil à son visage. Il correspondait à celui de Glenn Rogers que j'avais vu sur une photo. Le détective demanda alors des renforts. Un policier était garé tout près. Il se joignit à son collègue dans la poursuite du fugitif. Les deux hommes suivirent Rogers pendant un certain temps. Je crois qu'il me surveillait en quelque sorte comme moi je le surveillais à mon tour. À mon avis, il avait compris qu'il était suivi par un policier. Nous sommes alors arrivés à un feu de circulation où il a failli renverser des gens parce qu'il ne s'est pas arrêté. Je me suis ensuite placé derrière lui et j'ai allumé mon gyrophare. Mais Rogers ne s'arrêta pas. Au contraire, il accéléra. Quelques kilomètres plus loin, les policiers érigèrent un barrage routier et tentèrent de libérer la route des autos qui y circulaient. Ils espéraient que ce serait le dernier arrêt du fugitif. Le 13 novembre 1995, la police d'État du Kentucky dressa un barrage routier pour arrêter le présumé tueur en série Glenn Rogers. Des agents armés l'attendaient au barrage. Ils firent feu sur ses pneus, mais ça n'arrêta en rien le présumé tueur. Le détective Bob Stevens n'était pas loin derrière. Nous le suivions sur la route. Il avait fait faire des embardées à plusieurs voitures ainsi qu'à un autobus scolaire. Rogers s'est alors engagé sur le mauvais côté de l'autoroute. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'il fallait l'arrêter coûte que coûte. Le sergent Beasley est allé à sa gauche et l'a obligé à s'arrêter dans un fossé. Les détectives ignoraient s'il était armé. Quand je me suis approché de sa voiture, j'ai bien vu qu'il était furieux de s'être fait arrêter. Il avait un air provoquant et ne voulait tout simplement pas être mis en détention. Après sa virée de 2 mois à travers les États-Unis qui avait coûté la vie à 4 femmes, Glenn Rogers était enfin hors d'état de nuire. Par le numéro d'identification de la Festiva blanche, on put confirmer que c'était bien la voiture de Tina Mary Cripps, la victime de Floride. Les experts fouillèrent la voiture à la recherche d'indices. Ils y trouvèrent des shorts maculés de sang, une couverture et un sac à main. Ces effets, parmi d'autres, reliaient Rogers au meurtre du Mississippi, de la Louisiane et de la Floride. Les indices furent conservés dans les bureaux du FBI. Les agents et les détectives des 5 États impliqués se rencontrèrent au Kentucky pour discuter de l'affaire. John Huber aida à préparer cette réunion. Nous avons recueilli toutes les informations dont nous disposions et les avons partagées.
Nous avons aussi fait examiner les indices par le laboratoire du FBI. Ainsi, une seule et unique autorité disposait de toutes les preuves et pouvait procéder aux analyses. Agents et détectives s'accordèrent pour dire que leur meilleure chance contre Rogers était de le faire comparaître en Floride. Julie Masucci, détective à Tampa, rencontra les autres enquêteurs et les procureurs pour examiner les indices avec eux. Ils croyaient tous que la montre trouvée dans la baignoire sous le corps de la victime appartenait à Rogers. Sur une photographie de Rogers en compagnie de la victime du Mississippi, on pouvait le voir, une montre identique au bras. Julie Masucci était confiante. Les preuves contre Rogers étaient solides. Nous avions retrouvé la voiture de Tina Cribbs dans laquelle il avait été arrêté. Nous disposions également des shorts de Rogers sur lesquels on avait retrouvé l'ADN de Tina Cribbs. On avait aussi la fiche de registre d'inscription au motel signée par Rogers lui-même, des empreintes digitales prélevées dans la chambre numéro 119 où le corps de la victime avait été trouvé, de même que de beaucoup d'effets recueillis dans la voiture au moment de l'arrestation. Le 11 juillet 1997, près de 2 ans après le meurtre de Tina Mary Cribbs dans une chambre de motel de Tampa, Glenn Rogers fut enfin trouvé coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la peine de mort en Floride. Enfin, 2 ans plus tard, il fut envoyé à Los Angeles pour subir son procès suite à la mort par strangulation de Sandra Gallagher, dont le corps avait été retrouvé brûlé dans son véhicule. Les assistants du procureur reconstituèrent pour le jury les dernières heures de la victime. Selon les indices, Sandra et Glenn Rogers sont partis du bar McRae's ensemble le 28 septembre 1995. À un moment donné, une bagarre s'est déclarée, peut-être après que la jeune femme eut éconduit Rogers suite à des avances sexuelles. Il a ensuite étranglé la jeune femme et écrasé sa trachée. Pour éliminer les indices, il a ensuite arrosé le corps de Sandra et son véhicule de carburant et y a mis le feu. Il a ensuite pris la fuite. Le 16 juillet 1999, le jury a trouvé de nouveau Glenn Rogers coupable de meurtre. On l'a condamné à une autre peine de mort en Californie. Le détective Mike Koblenz de Los Angeles a été très impressionné par la collaboration entre les divers services de police impliqués dans les recherches pour retrouver Rogers. La coopération entre les divers services a permis la résolution de cette enquête. Ce n'est pas seulement grâce aux policiers de Los Angeles, mais aussi ceux de Jackson au Mississippi, de Tampa en Floride, ceux de Bazier en Louisiane et des agents du FBI, les médias, les diverses agences de presse qui ont fait diffuser les informations. Nous avons réellement travaillé en collaboration dans cette affaire et c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette heureuse conclusion. Quand les procureurs de la Louisiane et du Mississippi ont appris que Rogers avait déjà écopé de 2 peines de mort, ils ont décidé d'épargner les familles des victimes en ne tenant pas de procès éprouvant. Glenn Rogers a laissé au moins 11 enfants sans mère. Pour Julie Masucci et les autres détectives, il était primordial de l'arrêter au plus vite. Si j'oublie un instant que je suis détective, je crois que les femmes, tout comme moi, se sont senties plus en sécurité de savoir que cet homme n'était plus en liberté. Il n'avait aucun respect pour la vie humaine. Il n'avait aucun respect pour les familles qui avaient perdu un être cher. Il se fichait de tout ça. Je suis heureuse qu'il soit derrière les barreaux pour ça. Je me réjouis du fait qu'il ne remettra plus jamais les pieds en dehors d'une prison pour mettre une autre femme en danger.
Les enquêteurs croient Rogers responsable d'autres meurtres non résolus. Il a confié à des membres de sa famille avoir tué des dizaines de personnes au cours de sa virée meurtrière. Les autorités enquêtent toujours sur ces meurtres non résolus et tentent d'en finir avec les cas qui peuvent être reliés à Glenn Rogers.